Donc, ouais, le thème de ce soir, c'est quand même comment se démarquer aujourd'hui lorsque tout le monde fait la même chose sur l'IA. Donc, voilà, encore une fois, on va mettre en parallèle les deux piliers, hein, vu que moi, je suis la partie technique et Jean-Louis, c'est plutôt la partie commerciale. Vraiment essayer d'allier nos deux forces pour vous donner des vrais tips là-dessus. Voilà, comment on se démarque finalement, comment on fait son truc et comment on va pouvoir vendre son produit finalement à son client. Juste comme ça, petit rappel, hein, avec Jean-Louis, on s'est rencontrés. Moi, j'étais dans ma grotte technique, je testais, j'empilais les outils. Et en fait, lui, il m'a regardé et il m'a dit t'as tout pour réussir, mec, mais personne ne le sait, quoi. Donc, en gros, il avait fallu que j'aille un petit peu chercher les gens et compagnie. Donc, la première chose qu'on a fait ensemble, la première chose qu'on a mis en place, c'est de me dire d'arrêter de créer, quoi. Voilà, je suis un créateur. Un créateur, créateur né. Ouais. Un créateur né, oui, si on peut dire, j'allais plutôt dire impulsif. Voilà, donc j'ai tendance à toujours passer d'une stack à l'autre, toujours rajouter des petits. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Hop. Salut Michel. Hello Michel. Et donc, il m'a dit, bon, bah, à un moment donné, il va falloir commencer à passer à l'action plutôt que d'essayer de construire constamment, quoi. Voilà, il va falloir aller chercher les clients directement. On peut déjà vendre avant même d'avoir un produit, donc on va essayer de passer par là. Donc, avant de passer à l'énigme qui est juste en face de vous, là, est-ce que vous pouvez mettre des pouces ceux qui ont passé 20 heures sur un outil ou une certif le mois dernier? Des pouces, on les lève ou on les met comment, les pouces? Dans le... Ah, dans le chat. Ouais, c'est le petit symbole, tu as réaction, et une fois que tu as cliqué sur le petit emoji qui se trouve en bas de l'écran, des emojis là, ouais. Sur le pouce. Ouais. Ouais, mettez dans le chat ou dans le... Ouais, où vous pouvez. Voilà, nickel, je vois plein de pouces. Ok. Nickel. Maintenant, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs si vous avez passé le même temps que vous avez passé à faire des certifs et des formations avec des téléphones, avec des prospects au téléphone? Non, il n'y a pas un cœur. Ok, merci Romain. Quand même. J'ai appris depuis. Hein. Ok. Bon. Pas aussi, ouais. Ok. Bon. Donc, ça se bat beaucoup moins pour être au téléphone avec des prospects, visiblement. Donc, ouais, l'idée, c'est... Ouais, vas-y. Ouais, justement, le décalage, c'est exactement le sujet de ce soir. Hein. C'est pour ça que j'invite notre ami Jean-Louis pour ça, pour un petit peu développer tout ça. Donc voilà, on va en parler. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup de techniciens, on en parlait aussi la dernière fois. C'est une des premières questions qu'on a posées lors du dernier live. Et souvent sur les communautés IA, il y a beaucoup plus de techniciens que de commerciaux, même si les profils peuvent varier. Hein. La semaine dernière, c'était assez équilibré, mais là, je vois qu'on est plus sur des profils techniques. Ouais. Donc l'idée, c'était de proposer deux options. Pareil, on fait un mini-jeu si tu peux lancer le sondage, Romain. Donc, option A, on vous donne la possibilité d'avoir vraiment le meilleur logiciel au monde que personne ne connaît. Ou, option B, avoir donc, une liste de 100 clients prêts à payer pour une solution qui n'existe pas. Est-ce que vous pouvez mettre en sondage, s'il vous plaît, la réponse que vous préférez? Donc, pour le sondage, c'est un petit logo violet qui est tout en haut à côté du nombre de participants à droite dans le Google Meet. Et vous avez un petit logo violet avec des barres. Vous pouvez voter là-dedans. Et si on veut les deux, comment on fait? Ah, on ne peut pas. C'est où? C'est pas et où. Putain, le logo violet, où est-ce qu'il est, ce logo violet? Juste à côté du nombre de participants. Enfin, moi, je l'ai en anglais. Un nouveau sondage, ça y est. Ah, nickel. Alors, tu me donnes les votes parce que moi, je ne les vois pas. Pour l'instant, il n'y a qu'un vote. Ok. Est-ce que vous arrivez tous à voir où est-ce que vous pouvez voter ou pas? Ah, ça y est, 3 votes. Bon, majorité hein, sur la question B. Okay. Donc, une liste de 100 clients prêts à payer pour les solutions existantes. Et je vais même ajouter, le mien, vote. Bien vu. Moi, c'est vrai que je n'ai pas voté aussi, donc ça fait un vote de moi. Nickel. Donc, effectivement, concrètement, vous voyez avec cette question-là que même s'il n'y a pas de produit derrière, les gens, s'ils sont prêts à acheter, ils sont prêts à acheter. Demain, Apple balance qu'ils vont sortir le nouvel iPhone, je ne sais plus combien ils sont, 18 ou 19 ou 20 ou 32.
Ils n'ont même pas encore construit, s'il faut, l'iPhone, que les gens sont déjà en pré-vente et ils achètent déjà. Donc, c'est le même principe. Maintenant, on va faire passer à l'expert. Donc, concrètement, nous, ce qu'on constate avec Romain, c'est que souvent, tu es un expert. Je te laisse la main là, pour la partie Claude. Ouais, en gros, tu maîtrises Claude, NVIDIA, le code, tout ce que tu peux avoir, même le no-code pour certains, le code, low-code, voilà. On évolue là-dessus, on se forme énormément, on pense que toute la valeur réside finalement dans la technique qu'on va pouvoir donner aux clients et plus on est pointu, meilleur c'est. Donc, en parallèle. Alors que voilà, vas-y, je fais. Donc, alors que l'idée, voilà, c'est d'être vraiment le partenaire technique stratégique qui va permettre en fait de faire gagner du temps et de l'argent à son client. En fait, c'est toujours d'avoir cette idée et ce réflexe finalement de mettre en perspective l'outil que vous venez de créer avec le gain réel, le ROI réel de ce que va avoir le client in fine. Donc ça passe par finalement votre langage qui est orienté business. Donc au lieu de parler de jargon, effectivement, comme le disait Romain à l'instant, de code, de no-code, de low-code, de vibe coding, etc. Parler en langage dirigeant pour que la personne, le gars en face de vous, il se dit ok, j'ai capté ce qu'il me raconte le mec. C'est pas du jargon, de Claude Cowork ou je sais pas quoi. C'est un des premiers trucs qu'on apprend en tant que product builder, c'est d'éviter de vendre la technique justement et plutôt axer sur voilà le discours finalement commercial qu'on va avoir avec le client. Et on avait mis en place une petite métaphore en cours que je trouvais assez sympa. C'est qu'on disait quand tu as quelqu'un qui vient acheter une voiture, finalement, il n'a pas tout de suite envie de savoir ce qu'il y a dans le moteur et compagnie. S'il veut s'acheter une grosse voiture, qu'il a de l'argent à claquer, il veut savoir si la voiture est jolie et si ça va lui permettre de sortir et de draguer des filles, quoi. Et après seulement, une fois qu'il a acheté son véhicule, on peut lui montrer ce qu'il y a sous le moteur. Mais ce qui intéresse principalement, c'est à quoi ça sert, quel est son besoin à lui, à quoi il veut prétendre. Et seulement après, on lui dit, bon, il y a aussi tout ça qui est en dessous le capot, etc. Mais c'est pas le plus intéressant. Il faut s'intéresser à ce que le client veut en priorité. Ouais. Et contrairement à la plupart des techs où on a envie de faire quelque chose finalement, un projet parce qu'on aime bien, et derrière, on essaie de trouver un marché. Donc, on fait la réflexion inverse la plupart du temps quand on est tech. Et en suivant. Donc, moi, je vais vous parler là maintenant, on va vous parler du syndrome du brochet. Est-ce que vous connaissez déjà ce syndrome du brochet? Non. Personne connaît un peu ça? Non, personne? Ok. Il a été hameçonné par, je pense, mais non. C'est quoi, t'as dit? Il a été hameçonné, c'est. Non. Même pas. Non, c'est pas un poisson. Déjà, est-ce que vous savez déjà à quoi ça ressemble un brochet? C'est un poisson. C'est un poisson, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit il a été hameçonné. Ok. Effectivement, il a été hameçonné déjà parce qu'en fait, pour raconter la petite histoire, c'est un poisson du coup, c'est une expérience scientifique. On a mis un brochet dans un aquarium avec différents petits poissons et on les a séparés juste par une vitre. C'est-à-dire qu'il y avait le brochet d'un côté et les autres poissons qu'il avait l'habitude de manger de l'autre. Et en fait, le brochet se cogne et se blesse plein de fois. Et au bout d'un moment, il se rend compte que ça marche pas en fait. Il a beau donner tous les efforts qu'il veut, il n'arrive pas à croquer les poissons, il n'arrive pas à se nourrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans un coin et il finit inévitablement par mourir. Donc, la question qui se pose juste après, et je te laisse la poser, Romain. Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'à un moment donné, on lui retire la vitre. Ouais, j'ai oublié de dire ça. Si tu ne vas pas au bout de l'histoire, ça fonctionne moins bien. Non, mais il est mort, il est dans la vitre, prend le pli, et ensuite, à un moment donné, on va retirer la vitre. Les poissons vont se balader librement à l'intérieur, et lui va pouvoir enfin manger. Et il reste bloqué dans ses propres encarts, et au milieu de l'abondance, il va finir par se noyer, mort de faim finalement, parce qu'il sera bloqué dans ses propres capacités, où il s'est dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas les manger, je suis bloqué dans cet encart. Ok. Exactement. Pour la fin de l'histoire, du coup. Et du coup, est-ce que vous êtes des brochets, finalement, qui pensez que toutes les opportunités ou même les opportunités que vous voyez passer ne sont peut-être pas pour vous? Ça, c'est vraiment pas mon cas, en tout cas. Ok. Parce que tu n'hésites pas à aller Ah, postuler. moi, je vais à fond. Là, en fait, moi, j'appelle pas parce que
j'apprends pas l'IA pour la vendre pour le moment. C'est pas mon objectif. Mon objectif est de la mettre à l'œuvre dans ma société. Mais si là, par exemple, je suis en train de me demander si je veux me pas vendre quelques petits sites internet et que je maîtrise les sites internet, je vais prendre mon téléphone et je vais prendre ma valise. J'étais agent commercial, donc Ok, je sais taper les portes et rentrer dans n'importe quel magasin et prendre la parole. nickel ça. Nantes. Ah non, je ne suis pas allé là-bas. Je suis sud-est. Ok, mais super. Donc, on n'a pas d'exemple. Là, on a 2 commerciaux. Ben, finalement, Romain, tu vois, c'est quand même équilibré, hein, mine de rien. Donc, Moi, je suis pas un commercial. Moi, j'étais un peu comme ça, moi. ouais. Pour ma part, je suis peut-être au milieu des deux, moi. Je suis au niveau de la vitre. Tu t'es monté sur la vitre ou de séparation? Voilà, j'essaye de la briser pour aller manger un poisson ou deux. Non, je pense que il faut que je me remette plus dans l'esprit commercial que je ne l'ai été ces derniers temps. Mais voilà, mais en même temps, tu peux pas tout développer en même temps non plus, réfléchir à tout en même temps. Donc, moi, je serais peut-être plus un peu brochée pour le moment. Moi, je pourrais dire que j'étais carrément abroché avant de rencontrer Jean-Louis, hein, à force de me prendre des portes dans les dents, autrement dit une vitre, j'ai fini par m'enfermer dans mon coin et à créer, essayer de délivrer comme ça, mais jamais essayer de vendre, hein, parce que j'ai pris pas mal de portes et au bout d'un moment, on finit par croire que c'est la réalité, quoi, que on essaie toujours d'apporter de la valeur au niveau technique, ce que je faisais, hein, toujours aller plus loin, toujours aller plus en profondeur et j'arrivais pas à vendre, quoi. Et je savais pas pourquoi. Mais Donc, moi, j'appuierais aussi quand même sur un autre syndrome que j'appellerais le syndrome de l'imposteur, qui est plus que je peux rencontrer plus et que beaucoup de gens peuvent rencontrer. C'est d'un moment d'avoir peur qu'on n'a pas les qualifications pour répondre, que ce soit pour faire une tâche ou que ce soit pour apporter une aide à quelqu'un. Et ça, c'est aussi un mur qui est pas toujours facile à franchir. Et c'est là où c'est vrai que c'est là où un coach ou une aide est vraiment précieuse. Parce là, pour le que coup, c'est toi qui te mets ta vitre tout seul, quoi. Bah oui, c'est ça. Bah, on est tous un peu à ça. Oui. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est très très fréquent. C'est-à-dire qu'à part des gens qui sont des excellents vendeurs et qui se projettent beaucoup plus, autrement on a tous nos limites et on se les met tous. Donc après c'est où est-ce que tu mets tes limites, quoi. C'est ça. Clairement. Donc c'est tout le temps à essayer d'aller un peu plus loin et de repousser ses limites pour pouvoir se développer et pour progresser, quoi. Voilà. Après, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi le fait que des fois, on veut être trop perfectionniste. Et du coup, on vise très haut. Par exemple, là, j'avais une discussion encore avec mon ami. On venait à fond d'IA. Et je lui dis, mais putain, mais on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Et il me dit, mais Tan, regarde qui on regarde. On regarde Maïe, on regarde Yas, on regarde Goldie, on regarde Nick Saraev. Il me dit, mais mec, ça, c'est la Ligue 1, ils jouent tous au Real de Madrid et tout ça, c'est des superstars. Ouais. Et là, on est encore dans les débutants. Oh, pardon. Et donc, du coup, c'est vrai que on se met entre guillemets. Pardon, les gars, je dois vous laisser 5 minutes. Je dois dire une histoire à mon fils. Vas-y. T'as bien raison, il y a des priorités dans la vie qu'on peut pas louper. En tout cas, Florent, tu m'as fait une belle passe décisive. Merci. Parce que c'est justement la suite. Donc, bon, c'est pas préparé pourtant, Florent. Mais, on aurait pu. Voilà, on aurait pu. C'est exactement la slide suivante. Donc, effectivement, le syndrome de l'imposteur ou plutôt du ensuite je vends. Donc, là, évidemment, il y a des gens, avant d'aller dans ce syndrome de l'imposteur, il y a aussi des gens qui vous promettent des solutions. Voilà, apprenez cette méthode en 3 étapes pour devenir riche. Faites ça et vous allez directement avoir des millions de vues, etc. Le problème finalement de ces formations, de ces fourre-tout, parce que tu le disais, Florent, des fois, il y a besoin aussi d'être accompagné, mais c'est qu'elles vendent souvent que de la théorie. Et une fois le paiement encaissé, si tu échoues, on te dit que c'est de ta faute. Donc, et surtout, elles oublient l'essentiel, c'est la psychologie humaine, concrètement. Elles ne rattachent pas forcément en fait la formation à tes ambitions réelles. Donc, à tes ambitions et à tes besoins réels, finalement. C'est finalement qu'un template standardisé que tu reçois comme le suivant et comme celui avant toi.
Donc, On enchaîne les formations, finalement, on se forme. Moi, le premier, j'ai fait au moins une dizaine de formations sur l'IA, sur le no-code, et jusqu'à ce qu'on me dise, bah, vas-y, vends à un moment donné, vas-y, sors de tout ça et arrête d'essayer de mettre plus de techniques. Et je m'en suis rendu compte, pour rebondir sur ce que disait Tan juste avant, on parle que tout va trop vite, qu'on n'arrive pas à suivre, qu'il faut aller toujours plus vite, etc. Mais quand on parle à un client réel, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde de l'IA. On est vraiment très en avance. Et quand il dit que IA, ces compagnies jouent en Ligue 1, certes, mais les gars, vous n'êtes pas loin, hein, véritablement. Parce que derrière, il y a vraiment beaucoup de monde qui n'a rien à faire de l'intelligence artificielle et qui ne voit pas le monde défiler devant leurs yeux. Donc là où on court comme des dératés à se dire, il ne faut pas que je loupe, il faut que je me forme, il faut que je sois meilleur. Et ben, les autres, en fait, ils ne voient pas du tout ça. Et finalement, ça, je valide. Ouais. La petite chose que tu pourrais apporter, finalement, c'est ça qu'il va falloir aller vendre avant d'aller chercher de la technique, avant d'aller chercher autre chose, quoi. Exactement. Donc, Et voilà. puis, en fait, que je pense que les formations, c'est fini. Dire vendre une formation, c'est mort. Avec l'IA, moi, je me fais des formations, je m'en fais pratiquement une par semaine. Je m'en fais une complète, je me fais un assistant personnel à moi qui sera personnalisé et que personne n'arrivera à vendre aussi bien que la formation que je vais pouvoir me faire, puisqu'elle sera vraiment personnalisée pour moi, alors que autrement, tu achètes un produit qui est fini. Je crois que la seule chose qui reste, à part quelques exceptions, dans la formation, c'est le coaching, c'est l'accompagnement humain. Parce que l'IA, elle pourra jamais remplacer un humain qui te pousse, qui challenge, qui te dit, qui est pas un yes man à te dire, ouais, t'as raison, vas-y, ouais, t'as bien raison de te reposer, on reprendra ça demain. Et non, bah, t'as quelqu'un d'humain et ça, c'est là où ça change la donne. On a vraiment parlé la semaine dernière déjà de ce point-là, effectivement, où on avait pas mal rebondi aussi sur ce qu'apportait la solution de Stéphanie et de ce qu'elle essayait de faire actuellement sur les différents organismes de formation pour changer l'idée. Donc, je pense que oui, effectivement, tu as raison sur ce point-là, même si on ne va pas forcément trop approfondir là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense que la formation a pris un sacré coup et c'est plus le truc à vendre finalement. Vaut mieux vendre un accompagnement que vendre une formation. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous savez concrètement combien ça vous a coûté finalement de rester dans cette boucle infinie qui est de chercher toujours cette nouvelle certif, nouvelle formation et ne pas passer à l'action finalement? Est-ce que vous avez fait le rapprochement entre votre salaire, le temps que vous avez passé à vous former versus le temps que vous aurez pu vendre un produit? Moi, je pourrais pas répondre parce que moi, je suis retraité, mais je suis tout le temps en formation. Donc, quand je me forme pas sur quelque chose, je me forme sur. Donc après, quand ce que je me forme, ça peut me permettre de gagner de l'argent, j'y vais banco. Mais de toute façon, moi, je suis tout le temps, je suis curieux et je suis tout le temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, je vais pas comparer. Un jeune peut comparer ça, c'est-à-dire le temps qu'il va passer sur apprendre quelque chose et le temps qu'il va passer pour gagner quelque chose. Après, quand tu rentres plus dans un phénomène, je dirais, de sagesse, le temps, il a plus tellement d'importance. C'est ce que tu vas en ressortir toi, humainement, professionnellement, et tout ça qui importe, quoi. Donc après, que t'en passes 2 heures en speed ou que tu mettes 15 jours à le faire, si tu le fais ça n'a pas la même valeur, mais ça n'a pas non plus la même profondeur. Donc après, par contre, si tu as besoin de gagner des sous tout de suite, oui, c'est sûr que si tu passes 6 mois à apprendre quelque chose. on est d'accord, Florent, parce que c'est très philosophique ce que tu me dis, mais effectivement, à la fin du mois, peut-être quand tu es jeune, tu as une famille à nourrir, effectivement, à un moment donné, c'est bien de se former, mais il faut savoir aussi arrêter de procrastiner, justement. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ok, super. Maintenant, on va voir plutôt la partie de ce qu'il faut faire, vous l'avez compris. Concrètement, il faut vendre une vision et pas un outil. Pour ça, on a pris un exemple, Boyan Slat, je ne sais pas si vous le connaissez. Concrètement, il avait aucune technologie fonctionnelle. Par contre, il avait une vision. C'était nettoyer les océans. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il monte sur scène, il fait un TEDx où il vend sa vision concrètement à des milliers de personnes. Et grâce à ça, il a récolté des sous grâce au crowdfunding. Ça parle à quelqu'un déjà, cette histoire, ou vous ne connaissiez pas du tout? Non, je connais pas. Donc, il vend sa solution grâce au crowdfunding. Et derrière, du coup, qu'est-ce que ça lui permet de faire?
ça lui permet de payer des ingénieurs qui sont experts dans chacun un domaine bien précis pour créer justement ce nettoyage d'océan. Donc, encore une fois, finalement, lui, c'est un exemple. Vous dire à 19 ans, monter sur un TEDx, enfin, moi, c'est ouf, à 19 ans, je n'étais pas du tout à ça. Et vendre ça à des millions d'euros à des gars qui font, pareil, des millions et qui te regardent de haut presque, c'est exceptionnel. Et finalement, c'est vraiment une histoire de vision. Finalement, c'est comment est-ce que tu es passionné dans ce que tu fais et comment tu l'apportes en ROI. Parce qu'il n'est pas venu avec une flicopée, je vous invite à aller le regarder, c'est sur YouTube, avec une flicopée d'atouts techniques, mais plutôt avec des certifs de ROI, de qu'est-ce que ça va faire comme gain en termes de nettoyage d'océan, pourquoi c'est bien, pourquoi ça coûte pas cher et pourquoi on devrait le faire maintenant. Et là, tu vois, en tant qu'investisseur, tu te dis, c'est la solution parfaite, je vais me faire des sous. Donc, go. Ouais, ce que je trouve incroyable, c'est que le gars, il a réussi à se faire de l'argent et à lancer son business en n'ayant rien à vendre. Le gars, il est trop fort, quoi. Il a juste une promesse et après, il a misé sur la technique des autres. Et je trouve ça quand même énorme. Là où nous, on construit. Le gars, il n'avait rien à construire. Il a commencé par vendre avant d'avoir un outil, quoi. Et à 19 ans, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus, ouais, effectivement. Maintenant, on va vous parler de la méthode Elia. Donc, concrètement, nous, on va vous parler de comment on fait. Parce que se démarquer, c'est bien. Mais quelque part, en fait, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on vend avant de chercher à se démarquer. Et ça va être la slide juste après, vraiment parler de se démarquer. Donc, qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend, je vais configurer vos webhooks N8N avec une logique conditionnelle sur Claude 3.5 ou 0.4 Sonnet? Ou est-ce qu'on vend, je vais vous faire gagner 2 jours par semaine et sécuriser votre marge? C'est là Je vais où. pas faire un sondage, hein, vous êtes 4, mais on peut mettre un pouce vers le haut à la limite, ceux qui pensent qu'on a vendu de la technique et du webbook N8N et puis un cœur pour les autres. Ce sera peut-être plus simple. Ouais. Okay. C'est sûr que c'est la deuxième. Hein. Je veux même pas cliquer. Ah ouais. Ça coule de source. Ça coule de source pour toi. Ouais. C'est trop bien. Mais effectivement. Donc, en fait, il faut vraiment que l'offre soit irrésistible, quoi, que le client se dise. Mais en fait, je serais vraiment trop stupide de passer à côté, quoi. Donc, effectivement, s'il voit directement le ROI immédiat, donc la valeur ajoutée de ce qu'on lui propose, eh bien, il sera obligé de signer finalement. Il s'en fiche de la technique, hein. Comme on disait la dernière fois, le coup de l'extincteur, c'est vraiment ça, quoi. On va pas lui présenter un extincteur, dire c'est le meilleur extincteur du monde, il éteint des feux incroyables, alors que le gars, il a même pas vu de fumée passer, il va se dire mais j'en fais quoi de ton extincteur, quoi. Alors que si dès le début, voilà, on lui présente le gain immédiat, eh bien ça marche directement beaucoup mieux, quoi. Ouais, tu commences par foutre le feu chez lui, tu arrives avec l'extincteur. Exactement. Ça, c'est une idée de génie. C'est le pompier pyromane. Concrètement, c'est ça. Donc, notre méthode, ça passe par un audit gratuit. Donc, on va pas foutre le feu. Par contre, en fait, on identifie finalement les fuites de temps, les goulets d'étranglement chez un client, qui fait que aujourd'hui, soit il s'en aperçoit et il cherche déjà une solution, ou soit il ne s'en aperçoit pas. Par contre, il sait qu'il y a un problème dans sa situation, qu'il veut le résoudre. Donc, il fait appel à nous pour justement avoir cet audit gratuit et dire, OK, allez-y, regardez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être automatisé, qu'est-ce qui pourrait potentiellement me faire gagner du temps et du coup de l'argent, ou la plupart du temps, en réalité, ils savent très bien qu'est-ce qui leur fait chier. C'est surtout de l'administratif la plupart du temps. Et de moi à résoudre ce problème-là. Donc, concrètement, nous, on vient derrière avec des gains chiffrés, hein, une projection de ROI immédiat. Pour ça, il va falloir récupérer pas mal de data au cours des rendez-vous. Donc, pareil, il y a des scripts qu'on fait pour qu'on puisse vraiment avoir toutes les infos pour arriver avec des bons chiffres qui représentent la société. Parce que c'est facile de donner un chiffre au pif, mais si ça ne représente pas finalement ce que la société va gagner, ça n'a aucun intérêt. Et derrière, comme tu le disais, Florent, tout à l'heure, l'accompagnement humain. Aujourd'hui, c'est ce qui est le moins remplaçable, entre guillemets. C'est de pouvoir être avec les dirigeants, la secrétaire, être avec elle et la faire évoluer au fur et à mesure que la nouvelle solution est implémentée et créée. Parce qu'il y a aussi une résistance au changement. Faut pas oublier ça aussi.
C'est-à-dire que des gens qui ont eu l'habitude de bosser pendant X temps d'une manière, bah, c'est pas parce que tu as la solution qui résout réellement leurs problèmes et qui leur fait gagner du temps, de l'argent, tout ce que tu veux, qu'ils vont pouvoir l'appliquer. Donc voilà, ça demande, comme je le disais un peu en préambule, d'avoir une discussion constante, un échange constant avec les gens pour avoir du feedback et revoir au fur et à mesure, avoir une position assez agile pour revoir au fur et à mesure en fait la solution et l'implémenter le mieux possible. Les premiers rendez-vous qu'on a fait avec Jean-Louis, où je me suis présenté aux clients, j'avais eu des demandes de la part de certains alumni de l'école Cube. Et en fait, ils me demandaient, finalement, ils me demandaient service. Ils me disaient, j'aurais besoin de tes services. Sauf qu'aujourd'hui, je sais qu'avec l'intelligence artificielle et toute la stack technique qui est présente, on peut tout faire. On n'est pas obligé de se limiter. Il suffit d'un prompt, de se documenter, de faire une belle veille. Et à partir de là, on peut tout faire véritablement. Et bien, c'est vrai que je me suis pointé à des rendez-vous en n'ayant rien à vendre du tout et ils voulaient déjà signer avec moi. Donc, j'avais juste à écouter ce qu'ils avaient besoin pour ensuite proposer la solution. Donc, du coup, je commençais pour le premier rendez-vous à écouter absolument toutes les douleurs, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin et sans avoir besoin de vendre quoi que ce soit. Et ensuite, seulement, on passait au gain chiffré et l'accompagnement humain, finalement. Et ça, c'est dingue. Hein. J'aurais jamais pensé que ça fonctionnait comme ça à la base. C'est ça. En fait, faut pas partir du postulat que tu dois vendre à tout le monde, quoi. Juste écouter les gens. Ça paraît presque étrange. Juste écouter les gens, finalement, de quoi ils ont besoin. Si tu es en capacité de les aider, tu dis oui. Si tu n'es pas en capacité de les aider, potentiellement, tu peux les orienter vers une chaîne YouTube ou vers quelqu'un que tu connais qui sait faire ça ou X, ou leur dire non, tu n'as pas de solution aussi, c'est OK. Tu ne veux pas avoir toutes les idées aussi à la place des gens. Mais en tout cas, voilà, si en écoutant déjà profondément, en posant les bonnes questions, on voit qu'il y a quelque chose qui résonne avec nous et ce qu'on est capable de faire pour débloquer cette personne-là, à ce moment-là, effectivement, on va proposer notre accompagnement, donc notre méthode Elia. Donc concrètement, c'est 2 jours libérés pour vos clients. Toujours regarder le ROI et finalement une valeur monétisée. Nous, c'est 9 000 € voilà, par contrat qu'on vend de manière générale. En dessous, concrètement, potentiellement le pain, donc la douleur du prospect, elle n'est pas si forte que ça si il ne peut pas sortir ce chiffre-là en fait pour résoudre son problème. Maintenant, on va parler justement de le thème de ce jour, le gras, la méthode. C'est le framework stratégique pour se démarquer réellement de la concurrence. Juste une petite question, comme tu annonces un prix, est-ce que c'est avec c'est en fonction d'un produit ou c'est en fonction d'un temps que tu vas consacrer à quelqu'un? Ouais, c'est vraiment en fonction du temps consacré avec les personnes. Ouais. Donc tu dis que ça sera pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou tu t'engages sur une durée? Exactement, ouais. D'accord. En fait, déjà, tu t'engages sur la durée de la création, parce que comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on ne crée pas le produit avant de le vendre, avant de le proposer à qui que ce soit. Finalement, on le co-construit avec nos clients. En fait, chaque produit, on le co-construit. Donc, il y a un temps déjà de construction. Et pendant ce temps-là de construction, il y a toujours un échange qui est fait de V1. OK, qu'est-ce que tu en penses? OK, moi, je veux des ajustements plutôt par là. OK. V2, OK, qu'est-ce que tu en penses? OK. Donc, il peut se passer peut-être 1 mois facilement, et c'est pas long, 1 à 2 mois rien que pour ça. Et une fois que ça c'est fait, effectivement, il y a une autre phase d'onboarding qui est d'implémentation de la solution chez le client. Donc, comme je te disais, si c'est un magasin, par exemple, et qu'ils ont plusieurs filiales, faire des visios avec les gens pour qu'ils puissent utiliser le logiciel ou faire une formation, enregistrer et les balancer et ensuite avoir leur feedback de dire, OK, vous avez tous vu la formation. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous voulez améliorer l'outil? Moi, je vois que tu as une question. Non? Non. OK. Non, juste de présenter une somme importante comme ça pose pas de friction. Alors, Ouais. c'est un moment difficile. Mais dans tous les cas, il ne faut pas sous-estimer non plus son travail, quoi. Non, parce que je vais expliquer moi la stratégie, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup hésité sur des stratégies comme ça. Bon, moi ce que j'ai proposé et ce qui a évité quand même pas mal de friction, c'est déjà de proposer une première somme pour un audit. Et un audit où moi j'ai proposé une somme de 3 000 € sur un audit entre 1 mois et 2 mois pour dire à la fin go ou no go. Et c'est vrai que ça a été extrêmement positif pour la personne,
parce qu'il s'est dit plutôt que de me demander beaucoup, il va me dire réellement si c'est jouable ou si c'est pas jouable. Et plutôt que de faire un audit gratuit que tu fais en vite fait et que tu n'as pas vraiment le temps de faire, là, je fais un audit, mais vraiment complet sur toute la solution, mais sans réellement la mettre en place, c'est-à-dire sans savoir la faisabilité de ça. Donc, c'est une stratégie, parce que j'ai vraiment hésité sur ça, sur des sommes qui peuvent être bloquantes, sur des sommes, bon, après, ça dépend d'une très grosse société, mais en plus, souvent, quand tu démarres où tu n'as pas vraiment de reconnaissance, parce que tu n'as pas 20 ou 50 clients qui peuvent te dire que ce que tu leur as apporté, c'est génial, bah, c'est pas évident de casser ça, même tu valoriser ça à combien, ton audit? Moi, je l'ai proposé à 3 000 €, l'audit. Ouais, qui est convenable, ouais, effectivement. Entre 1 mois et 2 mois de concrètement, concrètement, ce que tu proposes, Florent, ça revient quasiment à ce qu'on fait, dans le sens où, en fait, le prix affiché ne veut pas dire forcément que c'est un payé upfront en une fois. Ça peut très bien être étalé dans certains cas, et ça peut très bien être la somme, une moitié au départ, et l'autre moitié une fois que le produit est implémenté, tu vois. Donc, ça reviendrait à plus ou moins à une somme aux alentours des 3 000, comme tu le dis, tu vois. Donc, effectivement, en fait, l'idée, c'est d'annoncer la couleur, mine de rien. C'est de pas avancer comme un loup et dire, ouais, t'inquiète, c'est bon. Et une fois que c'est fait, bah, tiens, ça coûte ça si tu veux la garder. C'est de dire dès le départ, bah, voilà, combien ça va te coûter. Maintenant, pour le tarif, effectivement, on s'arrange d'une société à une autre. Ils n'ont pas tous le même budget. Il y a aussi du financement par potentiellement Calliope et ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est pas in fine, banco, tu signes le cahier des charges. Allez, go. Maintenant, tu me verses la somme, sinon je travaille pas. Tu vois. Donc, non, mais je veux dire, c'est une stratégie parce que la personne m'a dit, dès le départ, il m'a dit qu'il avait un budget de 10 000 €. Donc, j'aurais pu lui dire 9 000 et tout. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est plus fin, en fin de compte, de proposer un audit, plutôt qu'il dépense beaucoup d'argent si c'est pas viable, si c'est pas faisable, de proposer une certaine somme. Et en fin de compte, ça l'a extrêmement mis en confiance. Et donc, j'ai un rapport qui est pas du tout tendu maintenant, qui est vraiment un rapport égalitaire avec la personne parce qu'il s'est dit, bah, il n'est pas là pour me prendre le maximum d'argent dès le départ. Donc, c'est un truc que je partage parce que c'était une réflexion que j'ai, parce que bon, j'ai un peu de connaissances parce que je fais du partenariat avec Tony Rouget, je sais pas si tu le connais, qui fait des formations à étiquette et qui est bon, assez connu, qui est un YouTuber. Et on fait des partenariats ensemble. Donc, j'ai vu un peu ces techniques qui sont un peu proches des tiennes, d'ailleurs, mais sauf que lui, c'est vraiment du high ticket de la formation et pas de la vente de produits. Mais bon, les techniques marketing sont souvent similaires, quoi. Ça reste, la base reste la même. La même, là, c'est ça, exactement. Mais Florent, ton client, il est prêt à payer 3 000 € juste pour un audit et qu'à la fin, il se retrouve sans ce qu'il y a, c'est que lui, ça demande de l'investissement matériel. Et donc, il a un budget, a priori, de 10 000 €. Je lui ai dit, bah, écoutez, ça vous coûte 3 000 € pour tester. C'est mieux que d'acheter 10 000 € et puis de vous apercevoir que ça fonctionne pas et que vous auriez un matériel qui va traîner dans un coin, qui sera invendable. Et donc, il a vraiment accroché là-dessus. Ah, ok. Bon, après, derrière, il m'a dit que c'était un projet où il serait prêt à investir 100 000 €. Donc, dis-moi que tu as réussi à vendre ce projet, Florent. Ouais, là. Pardon dis-moi que tu as réussi à vendre le projet 100 000 balles quand même. Ah non, là, pour l'instant, je débarre. Après, je ne sais pas si ça s'entend bien. Bon, c'est assez complexe, mais c'est vrai que ça a aussi beaucoup de traits sur la technique photographique que je maîtrise quand même pas mal. Donc, beaucoup mieux que lui. Donc, et je maîtrise l'intelligence artificielle aussi beaucoup mieux que lui. Donc, ça permet de voir si ça match. Mais de toute façon, moi, je suis quand même correct. Je vais pas aller le mettre dans un truc. Je vais pas essayer de lui prendre son argent. Je vais voir si ce qu'il veut mettre en place, ça peut fonctionner et comment ça peut fonctionner. Bah là, avec un tel budget, tu auras le numéro de ton contact. Pardon ? Tu peux faire des partenariats avec un tel budget. S'il y a des compétences que tu maîtrises pas, tu prends. C'est même plus, c'est complexe. C'est-à-dire en dehors, bien sûr, que s'il y a besoin de compétences, mais c'est de savoir si ça peut fonctionner même déjà au niveau technique.
C'est vraiment l'audit. Ça, c'est vraiment un audit profond, quoi. C'est un audit matériel, c'est un audit logiciel, c'est un audit, c'est même du script et tout. Ben, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, donc c'est quand même un truc complexe. Je pense que la personne, au départ, s'était pas rendu compte de la complexité, donc lui, il y allait pour acheter 10 000 euros de matériel, tester ça, puis après acheter des logiciels, après, et puis donc je lui ai dit, pas fonctionner comme ça parce que c'est un puissant fond. Et puis au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que ça fonctionne pas. Donc c'est tout un tas d'argent perdu. Donc ce que je lui ai dit, les 3 000 euros, c'est rien par rapport à ce que vous risquez de perdre. Et là, il a compris et s'est dit oui, effectivement. Et donc en fin de compte, 3 000 euros pour lui, ça a été la meilleure solution que je pouvais lui proposer. Bon, bah, cool. Mais j'espère que ça sera fonctionnel et que je vais pouvoir continuer pendant des mois avec lui. Voilà. Ouais. En plus, il est pas Nous, on va pas pouvoir continuer pendant 2 ans. il y a On reprenne nos moutons. En plus, C'est ça. l'audit m'a dit que cette phase de structure, il fallait compter 2 ans. Ah ouais. Donc c'est vraiment sur du long terme. Moi, ça, si je peux arriver à le mettre, c'est passionnant. Moi, ça, c'est Bon, mais il y aura peut-être que je trouve un ou deux clients en plus. en attendant, on va continuer pour vous Ouais, on montrer. reprend sur nos 4 piliers. Là, c'est en plus, vous êtes arrivé là pile poil au moment où c'est le plus gras. intéressant. Donc, Ouais, bienvenue, c'est Anne. Bienvenue, Merci Anne. d'être venu parmi nous. Ça fait plaisir. Donc, c'est vraiment le gras pour se démarquer. Donc, concrètement, à votre avis, bon, j'ai un peu spoilé tout à l'heure. Oui, ça fait apparaître le premier. Quels sont les 4 piliers d'après vous qui vraiment sont la méthode simple pour vendre au mieux et pour faire la différence finalement? Premièrement. C'est quoi le premier pilier déjà? Utiliser des trucs techniques et d'expliquer au mieux avec des mots simples. Non, c'était pas ça. C'était pas La vulgarisation, ça pourrait, mais c'est pas ça. Okay. Répondre à un besoin réel, urgent, autre chose. douloureux. Ok, suivant. J'étais sur un autre truc, c'est pour ça tout à l'heure j'ai entendu ça sur un autre chat, j'ai mélangé, pardon les gars. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez spoilé ou non? Non, on l'a pas dit encore. Mais tu n'étais pas encore revenu de ton histoire. Ouais, on l'a fait apparaître, mais c'est ceux qui l'ont lu qui le savent du coup. Mais Anna, Stéphanie, non? Elle n'était pas là, Anne. Ah, elle n'était pas là, Anne. Ouais. Ok. Alors, concrètement, c'était quoi la question? Le réseau est instable, Anne nous dit. C'est la veille. C'est la veille. Voilà. Ce qui fonctionne déjà. Donc, pour se différencier déjà, concrètement, il faut déjà commencer par faire une veille. Ok. Ça, c'est quelque chose que, encore une fois, beaucoup de techniques ne font pas. C'est-à-dire qu'ils se lancent et ils veulent se démarquer comme ça en faisant quelque chose, en changeant des couleurs, en utilisant une IA que personne n'utilise, en imaginant plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le marché. Alors que la base pour en fait se démarquer, c'est de faire une veille, comme tu fais un petit peu l'audit Florent, où tu regardes ce qui se passe finalement chez le client précisément. Avant de se lancer quelque part, il faut regarder le marché, comment il est précisément, et l'étudier, voir quels sont les besoins de ce marché-là, quels sont les potentiels, les menaces. Bref, je ne vais pas vous faire un cours d'école, mais il faut vraiment faire une veille approfondie de ce marché qu'on veut cibler. Et une fois que c'est fait, quelle est selon vous la deuxième étape super importante? Analyser ce qu'ils proposent les concurrents. Ça fait partie de la veille. Ça fait partie de la veille, ouais, d'après moi aussi. Donc, analyse de ton marché finalement. Ouais, c'est le benchmark sur la veille. Ouais, c'est dans la veille. Ouais. Donc, ne pas réinventer la roue et regarder ce qui fonctionne. Quoi d'autre? Identifier les douleurs qui ne sont pas couvertes. Ouais, ça c'est dans la veille. Frustration, Diane. Dans la veille encore, ouais. Comprendre les frustrations, elle, Diane. C'est dans la veille encore. C'est de la veille. Un beau dossier de veille. Donc, du coup, améliorer ce qui existe sur le marché? Non. On ne veut pas réinventer la roue, ça aussi. Interdit. Mais on a dit qu'il fallait se démarquer malgré tout. Ouais, non, mais attention, tu peux ne pas réinventer. Par exemple, moi, là, je disais à mon ami, je lui disais bien, on fait une application comme Duolingo parce que j'ai trouvé plein de lacunes. Okay. Déjà. Pareil, mais mieux alors. Ok. Voilà, tu reprends quelque chose qui fonctionne, qui a beaucoup de communautés. Oui. Tu le fais un tout petit peu moins cher au début, mais tu proposes des bonus supplémentaires avec une autre façon de le travailler. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ok. Ouais, ça répond un petit peu au truc, ouais, effectivement.
Allez, vas-y, crache le morceau, Jean-Louis. Allez. Tu peux envoyer la slide suivante. Effectivement, c'est la création de sa propre identité. Ok. Donc, concrètement, effectivement, de créer sa structure rapidement, là, c'est super important dans le sens où la plupart du temps, quand on est technique, créatif, on a envie que ce volet-là, l'étape 2, là, ce soit la plus importante et la plus magnifique, la plus représentative. La plus longue. On adore cette phase ouais. de création. Ça, Franchement. Je veux dire ce que je suis, qui je suis, d'où je viens, qu'on comprenne bien mon parcours, qu'on comprenne pourquoi c'est si important pour moi, pourquoi ma solution que j'ai créée juste en étudiant le marché, elle est magnifique et elle va vous aider. Et voilà. Donc, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire ça rapidement. Aller au basique, à l'essentiel. Dire, OK, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Jean-Louis. OK, qu'est-ce que tu fais? OK, moi, j'aide les entreprises à faire plus d'argent. Donc, concrètement, une fois que tu as compris ça, tu sais pourquoi je suis là. Donc, une fois que tu as défini ton identité, ton positionnement d'expert et que tu as accepté ta légitimité, que tu te fais confiance, parce qu'on a vu plutôt qu'il faut arrêter de se former et passer à l'action, c'est quoi la troisième étape? Est-ce que vous voyez tout ce qu'on met dans l'identité ou pas? Positionnement budgétaire, prix, on va dire, non? Un bon positionnement prix. OK, ouais, ça rentre. Commencer à démarcher, c'est-à-dire aller dans les espaces de coworking. Tu sautes une étape. Je saute une étape. Parce qu'une fois que tu as créé ton identité, que tu as fait ta veille, qu'est-ce qu'il va falloir que tu mettes en place avant d'aller voir le client finalement? Ta marque et ton positionnement. On reste dans l'identité. Ta présentation, du coup. Non? On reste dans l'identité, d'après moi. Ouais. C'est à mi-chemin, on y est presque, on chauffe. Là, on est tiède. On n'entend plus Florent, là. Identité. Parce que pour moi, je ne comprends pas. Ça dépend de tout ce que tu vends. OK. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu vends, tu n'as pas du tout la même approche. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une approche la même si tu vends une formation, si tu vends un coaching, si tu vends du no-code, si tu vends une aide aux entreprises, si tu vends du produit. Pour chaque personne et chaque produit, tu as une approche différente. Donc, je me méfie, moi, un peu des étapes toutes faites et des choses toutes faites, parce qu'en fin de compte, il faut se mettre dans la peau de la personne que tu as en face et des besoins qu'il a. Et après, de se demander si toi, tu peux répondre à ses besoins ou pas. Oui, mais tu peux pas arriver les mains vides. Donc, mais du coup, ça reprend exactement le… Alors, avoir la V1, avoir la version V1, la basique, pour montrer, non? Pas ça. Mais ça dépend, oui, mais ça dépend qui est-ce que tu rencontres et comment tu les rencontres, alors. Mais on parle pas de la même chose, Laurent. On parle pas de la même chose. Non, on parle pas. Non, mais c'est vrai, on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Parce que toi, tu es déjà en train de parler à un client, alors que là, on est en train de parler à quelqu'un qui veut se lancer et qui veut finalement créer quelque chose qui répond à une demande. Donc, effectivement, là, il y a un processus qui est… on ne peut pas le changer. Concrètement, ce processus. D'abord, il faut comprendre la demande. Pas dans toutes les étapes, la première chose, c'est de comprendre la demande de la personne, quoi. Et de savoir si elle est en adéquation avec là, on n'est même pas dans une personne, on est dans un marché déjà. On est plus large, dans le sens où, effectivement, là, il faut déjà savoir… En fait, tu ne proposes pas la même chose si tu habites en France, en Belgique, aux États-Unis, au Portugal, pour moi. Oui, voilà, au Portugal. En fait, il faut vraiment comprendre son marché. Et ça, c'est vraiment la base et c'est comme ça partout. Pareil, son identité, c'est comme ça partout. Comme tu le disais, toi, tu ne vends même pas un produit, tu ne vends même pas un service, tu te vends toi déjà. Tu vois, ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est l'étape 2. Et comme beaucoup de techniques, on reste souvent sur ça. Et l'étape 3, je vous la montre, c'est les assets marketing. Donc, en fait… C'est dire la publicité. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, avant d'aller voir le client, finalement. Pas que. En fait, c'est faire finalement ces tunnels de vente, ces réseaux d'acquisition de clients, tout ce qui va être asset marketing qui va te permettre, toi, de récupérer du client. Donc, c'est-à-dire être visible. OK ? C'est bien d'avoir créé son identité, mais derrière, il faut créer son site, créer ses liens. Là, vous êtes sur une communauté school, vous avez fait une page de présentation, enfin, vous avez fait un article de présentation quand vous êtes arrivé. Tout ça, ça fait partie de vos assets marketing pour que quand demain, moi, je suis prospect, j'ai envie d'un gars qui est chaud dans l'IA et je vais sur la communauté de Romain, je puisse potentiellement tomber sur ton article
ou quand tu fais des articles gratuits où tu donnes de la valeur, comme Florent le fait, ou Tan aussi, je crois que tu le fais aussi, et Stéphanie aussi peut-être, ben, vous pouvez trouver en fait ces personnes-là et dire, OK, ben ça, cette personne-là, elle me donne confiance. J'ai vu son branding, son identité, elle est déjà faite, je la vois, elle m'interpelle, ça me parle, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et maintenant, la quatrième étape, qu'est-ce que c'est du coup Stéphanie l'a déjà un peu preview. Je ne sais pas comment tu appellerais ça, la prospection ou le fait d'aller te vendre sur le terrain en fonction de ton public cible. Ouais. Qui dit mieux? Donc, c'était des marchés que tu voulais dire. Ouais, des marchés. Non, c'était ce qu'elle voulait dire, donc c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Concrètement, la dernière action, c'est de passer à l'action, tout simplement. Voilà. Donc, c'est bien beau. Et là, Florent, il va nous taper sur les doigts si on en reste là. C'est bien beau de faire la veille, de chercher l'identité, de faire les assets marketing. Mais si tu publies rien et que tu restes comme ça et que tu parles à personne, tu fais pas de rendez-vous, comme on le montrait avec les cœurs, etc., il se passait rien, bah, il va jamais rien se passer automatiquement. C'est pas de la magie. Donc, il faut passer à l'action. Bon, Stéphanie avait raison en soi. Il y avait de l'action dans son discours initialement, puisqu'elle allait démarcher. Exactement, c'est ça. Ça rentre dedans. Ouais. Moi, je suis globalement d'accord avec toi. Il y a juste une chose que je trouve qui manque dans ton exposé, c'est la niche. C'est la niche. C'est-à-dire de définir une niche dès le départ. Parce que je pense que c'est extrêmement important. Parce que si on est trop généraliste, je pense que aujourd'hui, des spécialistes, il y en a de tous les côtés. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver une niche, se spécialiser dans la niche et de pouvoir répondre vraiment à des besoins de cette niche. Exactement. Moi, ça se qualifie dans l'identité. Il y avait d'accord avec Florent, Anne. Ouais. Je transmets en même Bonjour temps. Anne. Voilà, complètement une très bonne remarque. Et effectivement, ça, tu le mets dans la veille. Parce que finalement, tu es niché. Que tu le veuilles ou non, tu es niché. Si tu connais ton identité, si tu as fait la veille marché en fonction de quelque part, de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes, tu es niché. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Mais effectivement, ça coûte de source de se nicher dans le sens où tu ne vas pas faire quelque chose déjà que tu n'aimes pas. Et l'idée n'est jamais de faire quelque chose de très large parce que tu touches personne en faisant quelque chose de très large. Donc, effectivement, il faut se nicher. Et en fait, là, tous, ou autant que vous êtes, toi dans la photo et autres, vous êtes tous nichés. Stéphanie dans l'information. En fait, pour moi, ça coule même sous le sens, dans le sens où… ça vient avant la veille, d'après moi. Parce que du coup, tu fais une veille sur justement ton sujet, sur ta niche, quoi. Exactement. Pour moi, la sélection de la niche vient avant même ces 4 piliers, quoi. Oui, en fait, savoir ce que tu veux faire, quelles sont tes compétences, sur quoi tu as envie de parler, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui marche. Je crois que j'ai pas vu un seul post. Peut-être qu'il y en a. J'imagine bien qu'il y en a des gens comme ça, mais c'est très rare peut-être qui viennent sur une communauté IA et qui n'ont pas de but. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'attrait pour X ou Y, ils font juste de l'IA pour faire de l'IA. Ça n'a pas de sens. Non. Souvent, ils veulent résoudre leurs problèmes, ils veulent l'utiliser dans leur domaine, donc soit en tant que salarié dans leur type d'entreprise, dans leur métier, dans leur domaine, ou dans un autre projet qu'ils aimeraient faire à part. Mais ouais, effectivement, bien se nicher. Bonne remarque. Alors, ensuite, on va parler de l'offre. Comment faire une offre qui est irrésistible? Petite question. D'après vous, quel est le vrai produit qu'on a vendu à Atlanticom pour ceux qui auraient suivi la série Projet Client en public? Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas tout vu là, j'étais trop pris là. Vous pouvez pas répondre. Ah. Mauvais élève. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série? J'en ai vu plusieurs épisodes, mais j'ai pas vu Atlanticom, non. Alors, d'après toi, qu'est-ce que j'ai vendu à Atlanticom, donc à Christophe, pour signer avec lui? Est-ce que je suis venu lui vendre? Je vais t'aider un petit peu, puisque je vois que ça le bloque un petit peu. Est-ce que je suis venu lui vendre donc un produit d'automatisation qui vient créer des propositions commerciales automatisées? Ou est-ce que je suis venu lui vendre une marge supplémentaire de 3 000 € par mois grâce à mon produit? Plutôt la deuxième. Ouais, c'est ça qui fait signer, ouais. Clairement, ouais.
Donc, concrètement, on ne vient pas implémenter des outils IA, de la config Claude, de la création de prompts, du support technique. Tout ça, le client, si tu viens avec ça, il va te voir comme une dépense, hein, concrètement. C'est clair. Donc, il faut venir avec une offre irrésistible en lui disant, voilà, moi, je t'offre du temps. Du temps pour que tu puisses générer plus de trafic, générer plus de business pour ta boîte. Tu te le rapportes à l'année, c'est énorme. Excusez-moi, je suis obligé de m'en aller. J'en reviendrai peut-être, mais. Ok, Salut Florent, bonne soirée. À plus tard. C'est vrai que c'était 20 heures, on a un peu dépassé là. Ouais, on a un peu dépassé, ouais. 780 heures par an, c'est un chiffre vraiment énorme. Et balancer ça à son client, ça lui fait réfléchir, concrètement. Plutôt que d'arriver à 1 heure par jour. Déjà, rien que le mettre à la semaine, puis à l'année, c'est énorme. Est-ce que vous voyez bien cette perspective déjà entre la perception à arriver avec une offre qui semble être une dépense et une autre qui semble être une valeur, un investissement qui est logique? Tu l'as dit, c'est écrit dessus, c'est un ROI. Dès que tu parles de chiffres et que l'autre a un retour sur investissement, c'est instantané. Les gens, c'est là où ils acceptent. Moi, quand je faisais de la publicité, que les mecs qui me prenaient pour faire mes Google Meta Ads, la première chose qu'ils me disaient, c'est que ton ROI sera bon. Donc, soit tu vas investir 100 € pour gagner 250 ou voire 300 et ainsi de suite. Exactement. Là où tu signes, sinon tu signes. Exactement. Ouais, c'est vraiment la perception de ton offre, de la valeur ajoutée que tu lui donnes hein, finalement au client qui aura de l'importance. Donc, ça, quand tu le rapportes à l'année et que tu le mets en perspective finalement au prix de ton offre, tu te dis finalement au client, ça te fait un coût réel par heure de 11,50 €. Oui. La personne, tu lui dis concrètement, est-ce que à ce prix-là, tu penses que ça vaut pas le coup de se lancer? Et là, c'est pour une offre qui allait valoir combien celle-ci, par exemple? C'est une offre à combien? Celle qui fait gagner 9 000? C'est une offre à 5 000, à 6 000? Non, justement. C'est une Non, offre. c'est le prix de l'offre, c'est le montant auquel tu le vends. C'est le prix de l'offre, elle fait 9 000. Le prix de l'offre, c'est 9 000, ouais. C'est ça. Mais combien va-t-il gagner en retour, tu vois? C'est ça aussi. Ouais. Il faut vraiment, comme disait Harmouzy, c'est écrit en dessous désormais, le client se sente bête de refuser, quoi, qu'ils se disent, mais en fait, je ne peux pas passer à côté de cette option-là, parce que même si je dépense un billet dès maintenant, finalement, le retour sur investissement sera tellement important que ça serait bête de ne pas le faire. Ouais. Après, on a voulu parler un petit peu d'auteurs. Je ne sais pas si vous lisez pas mal d'auteurs. Je pense, Jean-Louis, que tu avais dit la dernière fois que c'était bien lorsqu'on ne dépassait pas trop le temps et qu'on peut peut-être se garder ça pour la prochaine fois, en sachant que pour que les gens reviennent, ça serait bien qu'on ne termine pas trop tard. Allez, tu as raison. On enchaîne. On a bientôt terminé parce qu'après, on va essayer de faire une petite question-réponse. Donc, concrètement, la liberté au-delà de la technique, hein, le business, c'est bien. Par contre, le gain, il est humain, vous le savez. Donc, le but, c'est de pouvoir rassurer nos proches avec des compétences acquises, une activité solide qui se maintient dans la durée. Le deuxième point, la fierté. Voilà. Donc, sauver des mois de travail à vos clients, regagner votre dignité de consultant expert, pas simple exécutant. Donc, pouvoir dire finalement, j'ai sauvé 3 mois de travail à cette boîte, je gère seul grâce à mon activité. C'est pas juste du business, quoi. C'est de la dignité. Et le dernier point, voilà, le lifestyle. Pouvoir partir en voyage, ne plus être concrètement proche de ses sous, dans le sens où chaque euro dépensé pour s'abonner à Google, chaque euro dépensé pour dépenser cette nouvelle automatisation, etc. C'est un coût finalement qui limite le développement du business, que là derrière, finalement, que ça devienne plus une limite, mais juste une liberté possible et envisageable, quoi. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à mettre des paiements multiples avec des organismes qui peuvent leur permettre de faire des paiements sur 6 fois, sur 10 fois? Vous êtes garanti du paiement et eux, en fait, ça les allège. Du coup, c'est différent de demander à quelqu'un 9 000 € et c'est différent de lui demander 6 paiements de 1 500. Exactement. Donc, c'est pas un des piliers qu'on a abordé ce soir. Et ça, oui, tu as raison là-dessus. Ouais. Vous devez faire, c'est quelque chose qui augmente les ventes
mais dans le sens où tu n'as pas besoin d'un organisme, en fait, pour faire de l'échelonnement de paiement. Tu peux très bien, par exemple, on fait en 2-3 fois, mais si tu veux le faire en plus de fois, tu peux aussi le faire et tu le marques dans le contrat. En fait, après, c'est la sécurité d'être payé. Exactement. Tout dépend avec qui tu gères, tu fais ton business. Parce que tu ne peux pas te permettre certaines fois de donner des facilités de paiement à quelqu'un qui va te planter. Donc, c'est pour ça que tu payes. Il vaut mieux savoir payer des fois. Il vaut mieux prendre 95% de 100 que 0. Exactement. Moi, il faut savoir payer pour être assuré. Et en tout cas, c'est ma vision des choses. Et toi qui es bon en plus dans le commerce, tu sais que tout ça aussi, ça se joue, notamment sur le dernier rendez-vous de closing, concrètement, avec ton client. Si tu as bien réussi à faire voir la valeur de ce que tu lui proposes, concrètement, il va se sentir obligé de ne pas passer à côté, justement. Tu vois. Donc, il va se donner les moyens d'eux. Souvent, on n'a pas l'argent, mais on trouve les ressources, en fait, pour avoir cet argent-là. Donc, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Si tu donnes la possibilité des paiements multiples, tu l'auras d'autant plus, tu vois. Ouais, c'est pour ça que même pour vous, franchement, si vous ne l'avez pas mis en place, mettez-le. Et si pour éviter des problèmes de paiement, il vaut mieux vous rapprocher vers des groupes qui sécurisent et qui vous coûtent entre 3 et 5%. Et après, c'est vraiment quand l'argent est un problème. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait un souci de ce côté-là. C'est-à-dire que si jamais ton client te dit ouais, j'aurais bien aimé l'accompagnement, etc., mais mon problème, c'est que je suis pas prêt à dépenser 9 000 euros. À ce moment-là seulement, on avait encore évoqué ça tout à l'heure avec Jean-Louis, c'est lui proposer, oui d'accord, mais en dehors de l'argent, est-ce que tu es prêt à t'investir avec nous? Est-ce que ça t'intéresserait la solution? Et à ce moment-là, peut-être éventuellement proposer de décliner en plusieurs paiements. Mais dans un premier temps, plutôt imposer le gros tarif et essayer de voir si ça passe direct. Et puis après, justement, avoir des petites options, des cartes en main pour pouvoir justement pouvoir étaler ton offre et puis aller plus loin si le client refuse. Concrètement, le piège avec l'étalement de paiement, comme le dit très bien Romain, c'est que une fois que tu rentres dedans, tu ne vends plus finalement ton offre au prix auquel tu l'affiches. Parce que tu as tellement peur que le client refuse, tu as tellement eu de refus, etc., que tu te dis, finalement, ça va passer quand je propose directement en mensuel ou je ne sais quoi. Sauf qu'en fait, c'est le meilleur moyen aussi de dévaloriser ton offre, premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est que potentiellement sur les closings, si ça t'est arrivé, c'est que la valeur perçue de ton client n'était pas assez élevée, tu vois. Ou le pain de ton client n'était pas assez important. La douleur, pardon, je dis en anglais, la douleur de ton client n'était pas assez importante pour qu'ils se disent, OK, j'ai vraiment besoin de ça et leur tarif, il est honnête et j'y vais. Tu vois. C'est ça aussi qu'il faut se faire. Par exemple, quand tu vas acheter un téléphone ou quoi, tu payes rarement en plusieurs fois. Il y en a qui le font, j'en connais moi, personnellement. Mais la plupart du temps, tu le payes en une fois et tu vas, tu vois. Parce que tu sais que tu en as besoin et que tout de suite. Et que tu n'as pas envie d'être endetté. Voilà. C'est sûr. Après, il y a deux façons de voir. Moi, par exemple, quand je travaille avec des facteurs, ils achètent ma facture. Donc, je cède ma facture vers le facteur qui me paye à 95% de la valeur ou 97%, il garde 3% de commission. Et après, le client repaye le facteur à 60 jours. Donc, je cède quelque part mon tarif. Mon tarif n'a pas baissé. C'est juste que j'ai cédé sa facture au facteur. Et c'est le facteur qui récupère l'argent, c'est le facteur qui prend toutes les responsabilités. C'est à lui de se débrouiller de prendre l'argent. Ton tarif en soi, il n'est pas dévalorisé. Ma marchandise vaut toujours le même tarif. C'est juste que j'ai récupéré l'argent directement par quelqu'un d'autre et mon client a payé l'autre personne en plusieurs fois. Donc, moi, je pense que vous devriez l'avoir cette option et je garantis des résultats. Parce que tu as beau dire. Moi, je vais te donner juste un exemple, Tan. Je pense que merci Florent, à plus tard. Je pense que je vais juste te donner un exemple. Je ne sais pas si tu as travaillé dans des entreprises qui ont beaucoup de salariés. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, pas vraiment, non. Ok. En fait, il faut savoir que dans les grosses entreprises, tu as ce qu'on appelle un service ADV, donc qui s'occupe des facturations, et en fait, qui s'occupe de faire des relances et d'envoyer en contentieux les clients qui ne payent pas
etc. Et en fait, c'est pas parce que tu as fait un service avec un tiers que tu n'es pas tracassé avec ces histoires-là. Et en fait, in fine, toi, dans ton business, la question à te poser, c'est est-ce que tu as envie d'améliorer tes process pour avoir de plus de paiements en une fois ou en peu de fois? Ou est-ce que tu as envie de standardiser l'approche et avoir un lot de clients qui payent en plusieurs fois et d'avoir que des petits montants, tu vois? Après, c'est 2 stratégies business. Mais l'autre, en fait, d'avoir des clients, et en fait, tu dois gérer du churn sur toute cette durée-là. Concrètement, c'est plus chronophage et tu as besoin de plus de ressources humaines pour gérer finalement tout ce lot de contrats qui sont en cours, si tu veux. Pareillement, un client qui ne s'engage pas avec toi en payant upfront, donc directement, il est potentiellement moins engagé qu'un client. Il est moins engagé qu'un client qui paye cash direct. Lui, il sait qu'il n'a plus de retour en arrière, qu'il va tout donner maintenant. C'est même cas de figure pour une formation. En général, quand on a une formation gratuite, on finit par voir la moitié et on ne va pas au bout, alors que dès qu'on a payé, qu'on s'est investi, eh bien, on va souvent au bout de sa formation et on apprend mieux. Ouais. Et même un ami qui faisait la même chose, il était, pas médecin, mais comment ça s'appelle, kinésiologue. Et donc, il disait, moi, je suis obligé de faire payer mes clients parce qu'ils guérissent mieux lorsqu'ils payent. C'est vrai, hein? Parce que du coup, ils s'investissent dans leur propre guérison. Là, on est un petit peu dans le même délire, mais sur une partie commerciale. Ouais. Enfin, moi, c'est le conseil que je te donne. Et honnêtement, je te dis, les gars, je le disais en préambule, donc je suis acteur de 2 communautés. Je te dis qu'ils génèrent chacune 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois et ils fonctionnent comme ça. Donc, et eux, ils s'inspirent eux-mêmes d'autres personnes qui font pareil, des centaines, voire des millions par mois. Donc, honnêtement, tu n'as pas envie de te faire chier à diviser ton prix et avoir justement de la comptabilité à gérer plus que tu en as déjà à faire. Ouais. Bon. Après, maintenant, avec la facilité avec l'IA, avec la facilité de facturation, tout est automatisé. Donc, tu as beaucoup moins de choses à gérer qu'avant. À l'époque, il fallait qu'elle cède, qu'elle fasse, elle tape les factures. Là, maintenant, la facture, elle est automatiquement divisée en plusieurs parties. Elle est envoyée tous les mois. C'est automatique. Ouais. Je pense que ce qui te manque, Tan, c'est le faire plus sur le terrain. Je pense qu'une fois que tu l'auras fait peut-être pendant 1 an, tu vas te dire ça me fait chier. Parce que c'est pas parce que tu as envoyé une facture automatique par mail que le client il paye. Ah non, mais c'est pour ça que moi, je t'ai dit de céder ta facture à un facteur. Tu n'as plus à faire. Toi, tu as fait une facture, tu l'as envoyée au grand groupe. Le grand groupe, il te paye et c'est fini. Écoute, on va rester là pour ce sujet. Mais franchement, je suis convaincu que je pourrais te convaincre là-dessus que cette méthode n'est pas bonne. Parce que non seulement tu payes des frais avec ton facteur, alors que si ton client il te paye cash, tu n'as pas de frais en fait. Ah ouais, non, mais. Bref. J'en vends des sapes et franchement, si tu vas dans un magasin et tu lui dis tu me payes comptant parce que j'ai pas envie de te couper 2-3 factures, et je le vis actuellement où j'ai été plus rigide dans mes modes de paiement. Ouais. Et de ce fait, je perds de la clientèle parce que je suis devenu trop rigide depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Ouais. J'étais serré parce que je voulais pas me refaire avoir comme je me suis fait avoir durant le Covid. Ah, tu t'es fait avoir du coup. Durant le Covid, oui, parce que j'étais trop souple. Donc là, je suis devenu rigide, mais ça, les clients, ils n'aiment pas. Et tout dépend des secteurs, tu vois. Donc, il faut toujours remettre les choses dans le contexte de la situation parce qu'elle varie d'une chose à l'autre. Mais franchement, moi, à la base, initialement, je vous ai dit de prendre un groupe où vous lui cédez votre facture de 9 000, il vous paye 9 000, moins 3%, moins 270%, 210 euros, et voilà. Et vous avez pris votre somme et vous ne gérez plus rien. Vous avez fait une seule facture. Hein. Moi, en facteur, je émets une facture. Je l'envoie une au client et une au facteur. Et après, c'est lui qui se débrouille à récupérer l'argent. Écoute, c'est super. Nous, on pourra en rediscuter. C'est vraiment sympa comme discussion et ça m'intéresse. Il n'y a pas de problème. Alors, pour conclure, on est à la fin. Donc, voilà. N'essayez pas d'être original. Soyez utile. Je te laisse la suite, Romain. La technologie n'est que le marteau. Ce que les clients achètent, c'est sa maison terminée plutôt au meilleur prix. Moi, je voulais juste caler un
une petite chose aussi pour terminer. C'est pour aller plus loin dans vos projets. On voulait proposer un petit accompagnement. Donc, je voulais mettre un lien dans le chat. Yes, c'est fait. Pour proposer justement un petit accompagnement et essayer d'aller plus loin avec vous si jamais vous avez envie de vous lancer en tant que freelance. Et on vous offre donc ça gratuitement avec Jean-Louis, notre disponibilité pour réserver un créneau et on offre 30 minutes pour plonger avec toi dans ta solution à toi précisément. Donc voilà, parmi ceux qui réserveront, on ouvrira 3 créneaux et on sélectionnera seulement quelques personnes. Donc ça s'adresse aussi à ceux qui regarderont le replay par la suite. Voilà, on sélectionnera uniquement 3 personnes qu'on pourrait éventuellement accompagner. Et pour tous ceux qui réservent un créneau, voilà, pour la bonne volonté, parce que rien n'est trop beau pour vous, voilà, je comptais vous offrir des skills que j'avais préparés et également des prompts pour mettre en place les 4 piliers indispensables qu'on avait prévus auparavant et qu'on vous a parlé lors des slides précédentes, c'est-à-dire pour mettre en place son identité, son branding, les assets, passer à l'action, etc. Donc voilà, j'en avais tout un petit lot comme ça, voilà, pour venir vous encourager à faire un petit entretien avec nous de 30 minutes. Donc, les skills, c'est que pour nous, pour les présents, on est d'accord. Les autres. C'est pour ceux qui prendront un petit rendez-vous, qui viendront parler de leur solution, de leurs problèmes, de ce qu'ils ont envie de pas, les gars, moi, je parle tout de la communauté. Merci. Je parle au public. Dis-nous, n'en faites pas, les gars, je partage tout dans la communauté. Si tu ne donnes pas, j'allais partager quand même. Non, il partage, on va partager. Avec le présent. On peut partager. T'as bien vu, on partage toujours. Ouais, tu partages. C'est pour ça on peut partager avec le présent quand même. Moi, c'est pour ça que je suis obligé de partager. J'ai pris tellement de valeur à travers vos communautés respectives à vous tous que je suis, que je suis obligé que dès que je fais un petit truc, une petite victoire, que je crée quelque chose qui peut être exploité par d'autres personnes, je partage direct. Trop bien. Et on avait la deuxième option que si vous n'étiez pas nombreux, on pourrait éventuellement vous partager pour les plus motivés d'entre vous qu'on fait l'effort de venir ce soir directement. Ouais. En DM, je vous enverrai ça immédiatement. Nickel, Romain, bien vu. Donc, pour terminer, rien ne sert de réinventer la roue. Hein, c'est une perte de temps. Vaut mieux utiliser son temps pour propulser son client. Ça, c'est une vraie stratégie qui gagne. Donc, faire en sorte que le moyen se change en résultat. Donc, effectivement, Romain en a parlé du diagnostic offert, 30 minutes avec nous. À la fin de ce rendez-vous, on vous donne un plan d'action. Effectivement, on va sélectionner 3 projets parmi vous tous et essayer de vous accompagner sur ces projets-là pour arriver justement à générer vos premiers milliers d'euros ensemble. Voilà. Merci d'avoir suivi. Et ça marche aussi pour ceux qui regardent le replay, hein, bien évidemment. Hein, pour s'il y en a qui veulent signer, je mettrai également le lien vers ces créneaux-là dans le replay qui se trouve dans le Classroom que vous avez vu, qui est dédié. Je ne sais pas si vous avez été voir un petit peu sur la communauté. Donc, ça s'appelle rediffusion des lives, hein, tout simplement. On clique dessus, on a tous les lives qui sont passés. Il y a déjà celui de la semaine dernière qui a été mis en place, que j'ai sous-titré en plus parce que des fois, il y a des petits soucis peut-être d'écho où on entend mal selon les micros de chacun. Donc voilà, j'en profite pour sous-titrer au passage. Et donc, je mettrai au bas de cette vidéo également le lien pour ceux que ça intéresse et aller plus loin avec nous et se lancer pleinement. Top. Avec plaisir. Ça marche. Super. Écoutez, là, on a un peu débordé de 30 minutes. Après, on a eu 30 minutes quasiment d'accueil. Ouais, c'est clair qu'on a beaucoup parlé au début, vu qu'à chaque fois qu'on n'est pas nombreux, de toute façon, il y a toujours plus d'échanges, c'est normal. Et puis le but, c'est de s'adapter aussi au public qui est avec nous. Donc, on aurait été 50, on aurait peut-être fait autrement. Mais voilà, là, c'est vrai qu'on est encore une fois à la bonne franquette. Donc, comme je le disais dans mon dernier post, si on n'est pas nombreux, ça donne plus de parole aux gens. Et si on est trop nombreux, tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est bien, il faut participer au live. De toute façon, on renouvelle la semaine prochaine. Comme promis, je balance 3 thèmes à voter pour la semaine prochaine. Et puis, c'est parti, hein, on remet ça une nouvelle fois. N'hésitez pas à faire un petit peu d'en parler aux autres et dire qu'on passe des bons moments et ça reste utile malgré tout pour essayer de les motiver à venir nous voir. Allez, ça la va. communauté ne fasse pas motus. Ciao, ciao, les gars.
Ciao tout le monde. Ciao. Merci. Salut, passez une bonne soirée. À la Bonne prochaine. soirée. Ciao tout le monde. Je vous écris tous en DM.